qu'à jamais armée. La formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. Je suis membre du Centre d'éducation et de recherche islamique à Djamé-Mairie 1. Je suis à la rue des Amourites, c'est une coïncidence, à l'avenue du Gabani. Alors mon thème, c'était politique. Que dois-je faire pour devenir un croyant exemple? Tel que l'intitulé de ma communication est formulé, c'était une interrogation à laquelle je me suis forcé de répondre. Cette interrogation dit d'abord que nous avons une image politique qui est l'image de cet homme contraire aux valeurs religieuses. Cet homme qui ment, cet homme qui vole et qui en fait, il fait du vol, du mensonge, des normes sociales. Alors, dans notre thème, nous sommes forcés de dire que pour que le politique devienne un croyant exemplaire, il faut qu'il change de paradigme. Il faut qu'il change de paradigme afin que la société puisse changer de regard vis-à-vis. Ce paradigme-là suppose qu'il se dise partout où il est vu par Dieu, même si lui ne voit pas Dieu, Dieu le voit. Il doit être conforme à certaines valeurs qui sont telles que croyants, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas acheter les consciences. Concrètement sur le sujet, pratiquement, qu'est-ce que vous reprochez aux politiciens ivoiriens qui ne rentrent pas dans le sillage que vous avez communiqué tout à l'heure? Non, il faut remonter à la formulation du thème. C'est le thème, en formulant le thème, il y a un reproche qu'on fait aux politiques. Parce qu'on dit, que doit-il faire pour qu'il devienne un croyant exemplaire? Ça veut dire qu'il n'est pas un croyant exemplaire. Et moi, étant de la communauté nationale ivoirienne, je sais ce qu'on reproche aux politiques. Il est reproché aux politiques de mentir, de ne pas tenir les promesses. Et donc, je me suis basé sur l'imaginaire populaire, sur l'opinion populaire, pour dire aux uns aux autres, voilà l'image qu'on a de vous. Quand il y a la campagne, vous venez acheter les consciences. Mais une fois que la campagne finit, pour ne pas tenir vos engagements, vous disparaissez. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Même homme de Dieu, je demeure citoyen. Oui. Je reproche toujours deux choses à nos gouvernements, à l'administration ivoirienne. C'est elle que je connais et c'est elle qui m'administre. Deux choses. La première chose, c'est que quelquefois, malheureusement quelquefois, les lois ne sont pas pertinentes par rapport à la réalité sociale. C'est-à-dire, quand on prend une loi, c'est qu'on se sera basé sur un environnement où la loi viendra résoudre un problème qui se pose, ou bien la loi viendra prévenir un problème qui va se poser à terme. Je le reproche à notre administration, quelquefois, peut-être dans les exposés de motifs à l'Assemblée nationale, mais nous, on n'est pas membre de l'Assemblée nationale, on n'est pas censé le savoir. Ça, c'est le premier reproche que je voudrais faire, et à cette loi, et à beaucoup d'autres lois qui sont passées et qui viennent. La population reproche qu'il y a eu un manque d'enquête technique à leur niveau, au niveau de la chefferie. C'est mon deuxième reproche. Mon deuxième reproche, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. Une loi qu'on prend pour gérer des populations et quelquefois, les populations sont surprises qu'il y a une telle loi. Alors moi, je pense qu'avant de voter la loi à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, il faut que ce peuple-là même soit informé de la pertinence de cette loi. Alors pour paraphraser à votre thème du jour, est-ce que ce n'est pas une ruse politique? Ah, je n'ose pas le dire. Comme ils ont une image défavorable qui les dévance, il y a un préjugé défavorable dans la mentalité populaire, on pourrait dire que c'était une ruse, que c'est une ruse politique. Parce que jusqu'ici, les politiques ne nous ont pas donné la latitude de les prendre plus au sérieux que ça. Il y a toujours cette ruse-là
se cache derrière. Or, il y a dans tous les grands pays, dans toutes les grandes démocraties, ce qu'on appelle la culture citoyenne. Nous prenons 5 minutes. Que dit le Coran sur le foncier et l'habitat? Le foncier, la terre appartient d'abord à Dieu. La terre appartient à Dieu. Vous savez, personne n'a jamais fabriqué un lopin. Personne. La terre appartient à Dieu. Du coup, lorsque vous venez pour gouverner, il faut vous baser sur le fait que des populations se sont établies sur cette terre bien avant. Il faut voir quels sont les droits de cette population. Pourquoi on parle des droits coutumiers. Des droits coutumiers. Donc il faut d'abord, j'allais dire, gérer cet aspect de l'existence de sa population sur ses droits, ses lopins de terre, avant même de prendre une quelconque décision républicaine qui ne serait pertinente que si elle coïncide, si elle va dans le sens, j'allais dire, des intérêts de cette population qui occupe ces parties. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Je suis Blé Baï Mathurin, président de la coopérative Sokopawad d'Aloa et membre de la centrale syndicale dirigée par M. Kebré Seydou. Justement, la centrale nous a invités, nous a appelés. La centrale nous a appelés pour venir voir le problème de nos 17 milliards, où chaque coopérative devait avoir 2 millions. Et on est sorti des zones différentes, des régions différentes. Et là, très tôt matin, on arrive devant la caisse stable et on voit le président Kebré de la centrale et son SG avec des policiers. Et dès qu'on est arrivé, nous sommes arrivés là à 6h30, il n'y avait pas encore de circulation. Et dès qu'on arrive, on prend notre président et son secrétaire. C'est là moi j'ai dit à mon groupe, j'ai dit non. Ils nous ont invités pour venir à la caisse demander le règlement de nos 17 milliards. Et on les prend, donc on ne peut pas les laisser partir seuls. Et c'est ainsi que j'ai invité d'autres PCA, présidents de coopératives, de monter dans le cargo. Et les policiers ont dit non, on veut les deux. Nous on dit on va forcément avec eux. Je suis le doyen parmi eux, je vais là où ils vont. S'ils vont mourir, je vais avec eux. Puisqu'ils sont là pour une cause noble, pour tous les producteurs. Donc on ne peut pas les laisser indifférents dans cette affaire. Et c'est ainsi qu'on est tous montés dans le cargo pour aller à la préfecture de police. Oui. Parce que tellement on a mis le plantain en arrière-plan, ça veut dire le producteur il est en arrière-plan, ça veut dire que lui n'a pas droit à quelque chose. Ça veut dire que c'est pourquoi aujourd'hui même là, le plantain, moi j'appelle que le plantain est maltraité. Le président de la République même là, dès qu'il est arrivé, vraiment, son premier souci, c'est vraiment d'aider les producteurs. Mais les gens lui font croire comme ça va. Parce que nous voyons toujours des déclarations à la télévision, mais ça ne va pas. Nous, on interpelle encore le président de la République que ça ne va pas dans le secteur agricole. La centrale est née pour élucider cette vérité-là. Je comprends le ministre d'État. Parce que quand le ministre d'État dit pour aller en Italie, je comprends maintenant. Chez lui, un planteur ne peut pas avoir l'argent pour payer un billet d'avion. Parce que c'est étonnant que des planteurs ont de l'argent pour payer leur propre billet d'avion pour aller à l'extérieur, aller négocier avec des partenaires. Tout à l'heure, quand on s'est présenté, nous on a parlé.
Nous sommes des présidents de coopératives, nous sommes des planteurs, des présidents de coopératives. Mais on a travaillé des multinationales, dans le temps passé aussi. Mais nous aussi, on a des connaissances. Mais avec nous, notre carnet d'adresse aussi, mais on part quelque part. Vous comprenez? Les mêmes chocolatiers qui financent ici d'autres exportateurs. Mais nous sommes agriculteurs, ces mêmes chocolatiers aussi. Donc, quand on nous dit qu'il y a un main obscur derrière, vraiment, je suis désolé. Parce que ça prouve même que vraiment les gens ils ont du mépris même du planteur. Et c'est ce que la centrale veut vraiment changer. Et le planteur d'avant et celui d'aujourd'hui est différent. Vous comprenez? Avant même pour dire un planteur de venir même parler même là, devant une autorité, il a peur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Mais aujourd'hui, nous, on arrive à parler. C'est vrai, ils vont nous intimider en disant qu'ils vont nous mettre en prison. On a des amis qui ont peur même de venir se mettre devant une caméra. Parce que quand tu vas te mettre devant la caméra, on va porter un jugement sur toi pour dire non, tu as les politiciens derrière toi. Non, personne n'est derrière nous. C'est nous-mêmes, il n'y a pas de main obscure derrière nous. Je voulais parler un peu. Oui. Moi, c'est M. Savadou Adama, président d'une coopérative UCMP Djiroutou. Alors, je voulais dire merci à M. le Président avec le staff. J'étais l'un des prisonniers des 23 personnes le 10 mai passé. Ce que nous voulons dire ici aujourd'hui, nous les producteurs, nous sommes fatigués. Pourquoi nous disons cela? Je suis de la région de San Pedro, le département de Tabou, la sous-préfecture de Djiroutou. Nos routes sont impraticables. Les 17 milliards que le président de la République a octroyés aux producteurs, nous n'avons pas réussi. Et nous étions dans nos campements et le DG a appelé individuellement les présidents des coopératives de constituer des RIB qu'on va aller verser 2 millions. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu les 2 millions. Et les producteurs, ils sont allés ouvrir des comptes. Ils ont pris des prêts pour aller ouvrir des comptes. C'est l'argent qui paye. Et pendant ce temps, on nous dit ici que tout le monde est payé. Et les redevables que les gens doivent à la banque, qui va aller payer ça? Et chaque matin, on appelle le président des coopératives que tu dois tant. Il est obligé d'aller prendre encore crédit pour payer le crédit de la banque. Donc ici, nous crions haut et fort, nous n'avons pas reçu de l'argent. Et nous devons encore notre argent de Covid-19. On ne va pas trop parler puisqu'il y a l'émotion. Voilà. Conciliation, mais nous avons fait un courrier. On a été reçu par son directeur de cabinet, je crois. Nous, on n'est pas des gens qui sont obstiles aux négociations. C'est même pas possible même. Donc, ils ne disent pas vrai. Parce que, excusez-moi du terme, mais ils ne disent pas vrai. Nous, on est aux négociations. Donc, le ministre de la Réconciliation, on l'a écrit. On a été reçu par son directeur de cabinet. Donc, personne ne peut dire que nous on parle. C'est pourquoi on dit nous, on parle toujours des preuves. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter un peu. Mais le SG, lui, va déballer tout le système même. SG, tu peux parler, moi, je crois que SG va déballer ce système-là. Bon, comment nous départageons, je crois que c'est à vous, les hommes de presse aussi, de nous y aider. Vous allez nous y aider dans ce sens que ce que nous sommes en train de faire va participer à l'éclatement de la vérité. Vous savez, les négociations et les médiations, ce n'est pas pendant une conférence de presse qu'on le fait. Donc ce que le ministre a fait, et il dit qu'il lance un message à la négociation et qu'on ne veut pas de négociations, qu'on est sorti des discussions, mais ce n'est pas totalement vrai. Nous avons commencé les négociations, ça fait aujourd'hui plus d'1 an que nous sommes dedans. Mais lui-même, avant de se retrouver le 25 à la conférence de presse, est-ce qu'il nous a dit au revoir? Vous comprenez? Parce que quand tu es dans une médiation avec deux groupes qui font des palabres, qui ne s'entendent pas, un père de famille, donc il est le ministre des tutelles, en tant que père de famille, il nous a réunis le 20 décembre passé. Et de nos échanges, ce jour-là, en présence du directeur général et de son conseil juridique, M. Traoré, le ministre d'État lui-même dit il reste 6 milliards. Allez-y me faire des propositions. Lesquelles propositions ont été faites, effectivement, par voie d'huissier. À notre grande surprise, pendant qu'on le relance, le ministre ne nous a jamais plus répondu. Mais plus grave, le directeur général a même pondu une convocation nous accusant de l'avoir diffamé à la brigade de recherche. Pour lui, il a fini de payer tous les producteurs et nous disons qu'il n'a pas payé, donc on l'a diffamé. Il nous a convoqués à la brigade de recherche. Jusqu'à aujourd'hui, l'audition n'a pas eu lieu. Certainement que le ministre Kwasi Kobena Adjumani a dû peser dans la balance pour ne pas que ça ait lieu. Maintenant, lui-même, sa médiation, demandez-lui, sa médiation est devenue quoi? Nous, on est aujourd'hui surpris par sa nouvelle posture. Il est médiateur. Et de médiateur, on le retrouve dans le camp adverse, portant le maillot même
pour jouer, pour marquer des buts contre nous. On est surpris. Ça, ce n'est pas une médiation. Ça veut dire qu'il y a longtemps, le ministre même avait sa position. Et il nous a fait endormir, il nous a donné tout ce temps-là. Mais nous, on a démontré notre bonne foi. De bonne foi, on est disposé aux discussions. De bonne foi, on est disposé aux négociations. Parce que nous savons, nous sommes des petits enfants de Houphouët-Boigny. Il n'y a que le dialogue qui règle les problèmes. Il n'y a que par le dialogue qu'on arrive à résoudre les problèmes de façon durable. Mais on cherche à nous imposer, on cherche à nous intimider. Et c'est malheureusement ce à quoi nous assistons. Donc, nous, on est disposés à des négociations, éventuellement encore. Même dans notre document de conférence de presse, on a... Bon, sachons dire les mots. Pour le moment, nous n'avançons pas de mots détournement. Nous n'avons pas encore dit ce mot et ne nous prêtez pas des mots. Nous n'avons pas encore dit détournement. Nous disons les 17 milliards ont été mal gérés. C'est différent. Et c'est parce que c'est mal géré qu'il y a bruit aujourd'hui. Parce que la clé de répartition sur laquelle nous devons nous appuyer pour faire tout ce dossier-là, malheureusement, n'a pas été respectée, a été écartée au profit d'une clé de répartition inconnue des producteurs qu'on nous a dévoilée 5 mois plus tard. C'est-à-dire c'est 5 mois plus tard que le directeur général nous présente une clé de répartition sur laquelle il s'est basé pour distribuer. Et c'est sur ça qu'il fait ses bilans, ses différents rapports aujourd'hui. Voilà le problème. Donc nous n'avons pas encore parlé de détournement. Oui, mais écoutez, ça, nous ne sommes pas les auteurs des virements. Ceux qui ont fait les virements, c'est certainement le trésor, puisque c'est là-bas le compte est logé. Donc, allez-y leur demander, ça aussi c'est votre rôle, vous les journalistes. Demandez-leur comment se fait que vous dites avoir fait des virements et puis les destinataires finaux de ces virements-là disent qu'ils n'ont pas reçu jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs on les met au défi de rendre publique la liste des bénéficiaires effectivement payés. Ils n'ont qu'à afficher. Même quand on va faire entrer en 6e, vous comprenez? Entrer en 6e, les résultats, quand tu fais bac, n'importe quel truc d'admissibilité là, on affiche la liste de ceux qui ont été retenus au terminus du concours, bien entendu. Donc ici, les heureux bénéficiaires qui ont été pressentis ou bien qui sont définitivement retenus pour bénéficier ou qui ont bénéficié déjà de ces fonds-là, qu'on affiche leur liste dans les délégations, dans les 13 délégations. Ça va se savoir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de découvertes qu'on va faire. Peut-être même que c'est là qu'on va découvrir les coopératives qui ont été fabriquées. Parce que nous, on se connaît. Donc, ils n'ont qu'à afficher. C'est ce qu'on leur demande. Ils n'ont qu'à afficher dans les 13 délégations. C'est tout ce qu'on demande. C'est très simple. C'est pas compliqué. D'accord. Oui, non, bon, je vais terminer par la dernière question parce qu'elle me semble un peu amusante. Celui qui dit qu'on a falsifié sa signature, mais les tribunaux sont ouverts. Dites-lui de porter plainte pour qu'on se retrouve. Vous comprenez? C'est trop facile de jeter l'anathème sur les gens. C'est trop facile d'accuser sans preuve. Mais en réalité, le faussaire, c'est et pour non, c'est lui-même qui est le faussaire. Il est poursuivi devant le tribunal de Yopougon. Il y a une procédure pendante. On va vous donner les documents. C'est lui qui est poursuivi parce qu'il a fait faux et usage de faux. Quand il parle d'une assemblée qui aurait mis en place un comité ad hoc, mais c'est du faux. Et c'est avec ces gens de personnes que le DG s'accommode. Et c'est avec ces gens de personnes que le ministre marche. C'est eux qui étaient la dernière fois à la table des séances. Mais c'est des faussaires patentés. C'est eux les faussaires. C'est eux qui ont falsifié les documents. C'est eux qui ont falsifié même des réunions pour se prévaloir d'un comité qu'ils ont appelé comité ad hoc de la centrale. Ce qui n'en est pas un. Nous les avons traduits devant les tribunaux et ils ont été poursuivis même en ce lieu. La police a failli les arrêter ici. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire une réunion au nom de la centrale. Ils ne peuvent pas le faire. Sinon, on va les mettre en prison. Donc, les procédures existent. Donc, c'est terminé ça. Donc, celui qui dit ça, dites-lui, les tribunaux sont ouverts. Nous, on se porte volontiers de répondre à sa procédure contre nous, si réellement, nous, on a falsifié des signatures. Mais ça, c'est pour amuser la galerie. Voilà. Monsieur le journaliste, pour cela, on demande la liste de ceux qui ont été payés, d'afficher. C'est ce Epono-là qui bloque cette liste-là. En tout cas, c'est ça qui bloque. C'est ce Epono, on dit qu'il ne fait pas partie de la centrale, qui bloque la liste de ceux qu'on a payés, ceux qu'on n'a pas payés. C'est un argument, ça? Encore que la centrale est constituée hier. L'argument qui dit que la centrale est constituée, mais on dit bien centrale. Centrale veut dire quoi? C'est un regroupement de plusieurs structures qui existaient et qui vont naturellement naître après. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le fait d'être né le 8 qui est le problème. Mais à l'intérieur même de la centrale, il y a des structures qui datent de 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière.
plus âgés même que le Conseil Café Cacao qui est né en 2011. Vous comprenez? Qui sont même nés avant même que le ministre Kobena ne devienne ministre de l'Agriculture. Il y a des structures qui existent avant qu'il ne soit là. Vous comprenez? Donc on a des structures dans ce sens-là qui existent, qui ont leurs documents légaux que l'État de Côte d'Ivoire a donné. On peut le prouver. Donc à ce niveau-là, je crois qu'on appelle ça du dilatoire. Nous, on ne rentre pas dans le dilatoire. Le problème qui est posé, on dit la mauvaise gestion des 17 milliards, qu'il justifie, qu'il publie la liste des bénéficiaires effectivement payés. Ça là, est-ce qu'on a besoin de tirer ici, tirer ici, tirer? Non. D'ailleurs, regardez bien. Comment on peut citer un arrêté interministériel qui n'existe pas du tout? Parce que simplement, on veut cautionner, on veut blanchir pour prêter le mot au ministre lui-même, pour aider le ministre, pour le sauver de son rapport qui est contesté à ce jour, le DG. Le ministre va prendre un arrêté qui n'existe pas. Vous avez dû le constater. À partir de là, puis il dit c'est sur cet arrêté qu'ils sont appuyés. Déjà, la base est déjà fausse. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas des faussaires. Voilà, nous avons tous nos documents. Et c'est ce que je voulais vraiment vous dire. Proposition finale au DG et au ministre d'État. Proposition finale, nous restons toujours ouverts à la discussion. Parce que le problème qui est posé, il demeure entier. Le problème, il est entier. Nous sommes ouverts, nous restons toujours disponibles et ouverts aux discussions, aux négociations. Voilà ce que nous disons. Et c'est pourquoi nous appelons le président de la République au secours. Nous appelons le Premier ministre au secours. Nous appelons tout décideur au secours pour que effectivement des discussions sincères et franches s'installent. Merci. Je suis Thibaut Yoro, secrétaire général et porte-parole de la Centrale syndicale agricole de Côte d'Ivoire. Merci. Moi, je voulais d'abord demander au ministre d'État combien il a remis à la délégation qui s'est rendue en Italie. Personnellement, la délégation qui s'est rendue en Italie pour la cause des mêmes producteurs, pour leur bien-être, et combien le ministre d'État a remis à cette délégation pour aller en Italie. Je vous remercie. D'accord. Non, mais je vais répondre à ça, à la délégation. La délégation. Je vais ajouter quelque chose avant que tu ne sois président. Oui. Il faut que le ministre d'État sache que les producteurs d'aujourd'hui ne sont pas les producteurs d'hier. Moi, ici, je me présente d'abord ici, M. Yacouba Ouattara, président de la Fédération nationale des organisations agricoles de Côte d'Ivoire, membre de la centrale syndicale. Je prends l'exemple tout court, parce que comme le président, la délégation centrale, et ils sont partis et puis ça a été médiatisé. Mais en dehors de eux, moi, je suis allé en Alger, à la SADA, au Salon africain des affaires. J'ai même animé le stand de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, en Alger. Et on a tissé des partenariats avec des investisseurs algériens, avec qui on a signé des contrats de café. Mais est-ce que c'est Main Obscure qui a payé mon ticket ce jour pour aller en Alger? Je ne sais pas. Donc, le ministre veut dire quoi? Il ne faut pas les présidents des associations, les présidents des organisations vont chercher à innover leur activité en se déplaçant pour aller à l'étranger. Moi, je ne comprends pas. Quelle main obscure? Qui nous montre? Moi, j'ai payé mon ticket pour aller en Alger. J'étais en contact avec la centrale. Les LG est au courant. Mais j'ai même envoyé des vidéos. J'ai même les photos où j'ai tiré des photos avec l'ambassadeur, le consul, avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Alger. J'ai animé les stands, j'ai fait panel. Au nom de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Algérie. La SADA, voilà. Il y a ça avec moi ici, voilà ça. Salon africain. Voilà. Mais ce n'est pas Main Obscure qui a donné l'argent. Voilà. Ce n'est pas Main Obscure. Donc, vraiment, nous ne sommes pas quand même... Ça a été une surprise pour nous que le ministre d'État lui-même vient dire que c'est des mains obscures. Voilà. Donc, c'est ça. C'était mon intervention. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup.
que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balle. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu